L'argent. 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 Une chose simple et complexe à la fois. Chose qui nous permet de pouvoir subvenir à nos besoins, d'échanger, de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, d'augmenter son statut social, d'investir. Avez-vous déjà rêvé d'être riche un jour? Rêvez de pouvoir voyager où vous voulez, quand vous le voulez. Rêvez de pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez. Rêvez d'avoir plus de temps pour vos amis et votre famille. Rêvez d'avoir une bibliothèque de manga. Ah non, ça c'est moi ça. En tout cas, je suis sûr que ça a déjà traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous. Et pour devenir riche, on entend souvent des conseils, du style créer des revenus passifs, acheter et louer des biens immobiliers, développer son entreprise, investir. Investir. Investir, investir, investir. Ok, mais dans quoi peut-on investir? Dans l'immobilier? Dans l'or et l'argent? Dans la bourse? Dans les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, ce moyen d'échange décentralisé dont les valeurs peuvent monter et descendre du jour au lendemain. Et je pense que vous connaissez le plus connu d'entre tous, qui est le Bitcoin. Avec le prix d'un seul Bitcoin qui est passé de 500 $ en 2016 à 73 500 $ à l'heure d'aujourd'hui. Vu les chiffres, pas très étonnant que tout le monde se rue dessus. Plusieurs fortunes colossales ont été créées grâce aux crypto-monnaies, mais aussi détruites. Et cette fois-ci, je vais vous plonger dans l'une des histoires les plus terribles du monde des crypto-monnaies. Non, même de la décennie, et sans abuser. Sans abuser. Je vais vous raconter comment un génie qui n'a même pas la trentaine a fait pour devenir le plus jeune milliardaire self-made du monde et comment il a tout perdu en seulement 4 jours. Tout commence le 5 mars 1992 à Stanford, en Californie, où naît Samuel Beckman-Fried, ou SBF pour les plus intimes. Nous on l'appellera Sam, c'est beaucoup plus simple. Sam grandit avec ses deux parents, Joseph Beckman et Barbara Fried, qui sont tous deux professeurs à l'université de Stanford. Sachant qu'un professeur qui enseigne à Stanford gagne très bien sa vie, je peux vous dire que Sam est très loin du cliché du gosse des rues. Il grandit dans un quartier riche et au lycée, il est dans une école très réputée. Bref, c'est un garçon qui a eu une très bonne éducation. D'ailleurs, il a également participé à un camp d'été pour les élèves doués en mathématiques. Et en dehors de son éducation scolaire, ses parents lui ont aussi inculqué l'altruisme efficace et l'équité sociale. Mais qu'est-ce que l'altruisme efficace? C'est un mouvement social qui se base sur les données et analyses pour faire le plus de bien possible au plus grand nombre. Par exemple, prenons l'AMF. C'est une association qui vise à lutter contre la malaria en Afrique en distribuant des moustiquaires. Depuis sa création, elle en a distribué 200 millions. Je vous laisse imaginer le nombre de vies qu'elle a aidées. Voilà, ça, c'est un exemple parfait d'altruisme efficace. Après le lycée, Sam fait ses études dans une université privée. Cette université est mondialement reconnue pour son excellence, dans le domaine de l'ingénierie, de la science ou encore de l'économie. Et pendant ses années d'études, en 2013 plus précisément, Sam fait un stage chez Jane Street. Et comment vous dire que Jane Street, c'est quelque chose d'énorme? Bon, déjà, c'est une société de trading et d'investissement qui pèse des milliards de dollars. C'est vraiment une entreprise d'élite. Les employés et les stagiaires sont très bien payés. Le processus de recrutement est archi difficile. Si vous voulez y entrer, il vous faudra soit de très bons stages, soit il vous faudra être brillant en mathématiques. Et en plus de ça, il faut aussi savoir coder. Ça ne rigole vraiment pas. D'ailleurs, Sam a passé un entretien plus que bizarre pour y entrer. On lui posait des problèmes de calcul mental, comme 12 x 7, puis on lui a posé des questions plus complexes, basées sur des probabilités. Si vous lancez 2 dés à 6 faces, quelles sont les chances que vous obteniez au moins un 3? Et une fois réussi, on l'a emmené en avion dans un bureau de Jane Street. En avion. Oui. En avion. Nous, on est là, on prend le RER. Lui, il prend l'avion. Bon, ce sont vraiment deux mondes différents. Je sais même pas pourquoi j'ai dit self-made dans l'intro, en fait. Comment ça, self-made? Lui, il est pas parti de rien, lui. C'est une fraude. C'est une fraude, ce type. Et une fois arrivé, on lui a donné 100 jetons de poker et on lui a dit « Ok, Sam, on va jouer des games tout à l'heure. Et si tu perds tous les jetons que je viens de te donner, là, tu nous oublies, hein. C'est fini. Hein. Tu dégages, littéralement. » On lui a également posé des questions du style « Quelles sont les chances que j'ai un membre de ma famille qui soit un joueur de baseball professionnel ?» Toutes les probabilités, là. Toutes les probabilités du nombre de joueurs de baseball qu'il y a dans le monde, là.
Tu vas calculer. Et ensuite, le nombre de probabilités du nombre de gens que j'ai dans ma famille. Tu vas calculer ça. Allez, ils veulent juste te nuire en fait. Et c'est son premier pas dans le monde de la finance. Et il finit son stage et ses études, d'où il en sort diplômé. Bravo. Et après l'avoir eu, il retourne travailler à temps plein chez Jane Street. Il fait une première année payée à 300 000 $. Non, c'est pas ouf, hein. J'ai eu ça la semaine dernière. Franchement, c'est pas si ouf que ça. 300 000, non, c'est pas ouf. Et il y restera 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il va en faire des choses. En 2016, il y avait les élections des États-Unis. Donc les traders de Jane Street pensaient que la bourse allait s'effondrer si Donald Trump passait. Et pour affronter la concu, Jane Street a demandé à Sam de leur créer un système qui pourrait prédire les résultats des élections. Ils analysaient les données de vote des 52 États et les appelaient juste avant que les résultats étaient révélés sur CNN. Et ça fonctionnait. Mais vous allez voir que cette histoire va très mal tourner. Ils ont appelé l'État de Floride et les résultats pour Trump étaient très favorables. Tellement favorables que selon le système de Sam, ses chances de gagner sont passées de 5% à 60%. Nous n'avons même pas eu le temps de paniquer, de penser qu'il devait y avoir une faute de frappe, pour voir qu'il n'y en avait pas et dire « Putain, vendons ». Donc là, la bourse va s'effondrer et pour Jane Street, ça va être le casse du siècle. Mais 3 heures plus tard, la bourse rebondit. Et résultat, Sam est responsable d'une perte conséquente. Ce qui représentait un bénéfice de 300 millions de dollars pour Jane Street est désormais une perte de 300 millions de dollars. L'opération est passée de la plus rentable à la pire de toute l'histoire de Jane Street. Et en 2017, Sam quitte Jane Street pour lancer son entreprise. Nous sommes en 2017. Sam a quitté Jane Street et a déménagé à Berkeley, en Californie. Et avec l'argent de sa famille et ses amis, il fonde son hedge fund, du nom d'Alameda Research. Un hedge fund ou un fonds spéculatif en français est un type de fonds d'investissement bien particulier. Déjà, les investisseurs de ces fonds sont riches. Ils ont de l'argent à investir, voilà, ils ont de l'argent à investir. Ils placent leur argent dans un fonds spéculatif, non pas pour gagner de l'argent, mais pour en gagner beaucoup. Beaucoup. Voilà. Et la particularité de ces fonds est qu'ils prennent énormément de risques, beaucoup plus que les fonds d'investissement classiques. Ils utilisent des stratégies risquées ou encore des effets de levier. Bref, tout ça pour dire que ça peut être très rentable d'investir dedans, mais que ça peut flop très fort aussi. Sam a créé son fonds spéculatif avec plusieurs personnes, dont Gary Wang et Tara McCauley, qu'il a rencontrés grâce au mouvement d'altruisme efficace. Et ils ont notamment travaillé tous les deux dans une association. Ils ont combiné leur talent en mathématiques et en finance pour fonder Alameda. Et j'ai oublié de vous dire que Alameda, c'est un fonds spécialisé en crypto-monnaie. Quant à la petite équipe de Sam, elle est composée de gens qu'il a connus au fil de sa vie. Au camp de maths, au MIT ou encore des gens qu'il connaissait de Jane Street. Et sans mentir, il a bien choisi son équipe. Ce ne sont pas des branquignoles. Ils en ont vraiment là-dedans. Ils en ont. Dans le lot, il y a Gary Wang, Nishan Singh, Sam Trapucco et enfin Caroline Ellison. Et pour commencer à générer de l'argent, Sam achète des crypto-monnaies sur le marché japonais, où le prix des cryptos est bien plus élevé. Et ensuite, il les revend sur le marché américain. Donc, ça lui donne une plus-value. Et ça fonctionne. Alameda se fait des millions de dollars. Je le dis comme ça, on dirait c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Et cette stratégie a permis à Sam de gagner en popularité dans le monde des cryptos. Et fin d'année 2018, Sam et ses amis décident de s'installer à Hong Kong. Hong Kong attire les talents du monde entier. Les hedge funds, les investisseurs, les startups et bien d'autres. La réglementation là-bas est beaucoup plus permissive et légère. Des conférences, des meet-ups sont régulièrement organisés. En fait, c'est littéralement un hub crypto. Contrairement aux États-Unis où tout est beaucoup plus rigide. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises crypto ont commencé à se déplacer. En allant aux Caraïbes, en Suisse ou même à Singapour. Et à Hong Kong, Sam fera la connaissance de ses futurs investisseurs. Et c'est à peu près à ce moment-là que tout va commencer à décoller pour lui. Il s'occupe de l'argent de ses investisseurs, tranquille. Mais à côté de ça, Sam et son équipe travaillent sur un autre projet. Un exchange crypto du nom d'FTX. Ok. Mais c'est quoi un exchange crypto? Un exchange crypto est une plateforme d'échange en ligne qui permet aux investisseurs d'acheter, de vendre ou échanger des crypto-monnaies. Et je pense que vous avez déjà entendu les plus connus comme Coinbase, Binance ou encore Mt. Gox pour les anciens. Quant à FTX, Sam et Gary l'ont fondé et l'ont lancé en mai 2019. Et ce qui tape à l'œil directement et qui rend FTX spécial comparé aux autres est qu'il offre un large panel de produits dérivés, utilisés comme outils avancés pour traders, comme les futurs, les options ou encore les effets de levier. Personnellement, je suis très passionné par le commerce. Donc FTX est une plateforme construite par les commerçants pour les commerçants. En créant FTX, je voulais construire une plateforme pour les commerçants professionnels comme moi, tout en apportant le crypto-commerce au marché de masse et aux premiers utilisateurs. Donc comment dire que FTX prend rapidement de l'ampleur. Près de 2 mois après son lancement, FTX dépasse déjà les 300 millions de dollars de volume de transactions sur son site. Et ce n'est encore qu'un début. Sam lance aussi de nouveaux produits dérivés pour renforcer FTX et crée aussi sa propre crypto, le FTX Token ou le FTT, qui donne aux investisseurs qui en achètent un bon nombre d'avantages. Mais en 2020, FTX va monter encore plus. En 2020, il y a eu le Covid et le confinement. Rappelez-vous, les rues étaient vides. Personne ne sortait. Presque rien n'était ouvert, les gens ne dépensaient plus leur argent. Ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont lancées dans le trading et les cryptos, et ce qui a causé
Un bull run. Alors un bull run est un moment où les marchés financiers connaissent une très forte hausse. Prenons le bull run de 2017 qui est probablement le plus important. De janvier à juin 2017, le marché des cryptos a explosé. Le cours du Bitcoin est passé de 1000 $ à 20 000 $ en l'espace de 6 mois. Et Sam en a bien profité. Encore plus d'investisseurs sont venus investir dans FTX. Et en 2021, avec le succès grandissant d'FTX, Sam et ses associés décident de tous emménager ensemble dans un grand penthouse aux Bahamas, dans l'Albanie, qui est l'une des communautés résidentielles les plus luxueuses des Bahamas. Tout est luxueux, c'est super calme. Bref, Sam, il est bien avec ses potes là. Là, il est bien. Et en plus de ça, il déménage aussi FTX aux Bahamas pour avoir une réglementation encore plus favorable. Et je peux vous dire que le prime d'FTX commence à partir de là. FTX commence vraiment, mais vraiment à prendre de l'ampleur. FTX commence à collaborer avec des célébrités mondialement connues comme Tom Brady, Not a trade, I'm trading crypto. FTX is the safest and easiest way to buy and sell crypto. Naomi Osaka, I'm Naomi Osaka, and I'm proud to partner with FTX. Shaquille O'Neal, Hey, it's Shaquille O'Neal, and I'm excited to be partnering with FTX to help make crypto accessible for everyone. I'm all in. Are you? Gisèle Bündchen, Yeah, we talked about it. Not that. This is big. Stephen Curry, No, I'm not an expert, and I don't need to be. With FTX, I have everything I need to buy, sell, and trade crypto safely. ou encore Larry David. FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Ils collaborent avec Formule 1, ils font des campagnes publicitaires, ils ont leur logo partout. Ils ont carrément un stade dédié. Vous l'avez compris, FTX devient très influent, mais vraiment à l'international. Carrément, ça me fait penser à une histoire. Et j'étais avec des potes, tranquilles, on discutait. Et là, il y a un pote, il vient, il a une casquette. Et sur sa casquette, il a le logo d'FTX. Et je lui ai demandé, tu sais ce que c'est? Ce que tu portes là, tu sais ce que c'est? Ça m'a montré à quel point FTX, c'était vraiment quelque chose. Et alors, du côté de Sam, tout explose. Vous savez c'est quoi avoir du buzz? Non mais est-ce que vous savez c'est vraiment quoi avoir du buzz? Il explose limite plus qu'FTX en devenant la tête d'affiche de son entreprise. Il apparaît sur des panneaux publicitaires, sur des arrêts de bus, il est sur Twitter, il fait des interviews, des grandes conférences. Dans la presse, ça qualifie son histoire de success story. On l'appelle le prochain Warren Buffett ou le JP Morgan de la crypto. On l'appelle même le Michael Jordan de la crypto. They call him the JP Morgan of crypto, right? Yeah, the Michael Jordan of crypto, if you will. Il a la une de Forbes, de Fortune, du Time. Son style de nerd millionnaire en short cargo qui roule en Toyota Corolla séduit tout le monde. Hold on. Where's your car? It's that one there. That's like what, a Toyota? Yeah, it's a Corolla. Why don't you buy a Lamborghini, man? It didn't have any particular need for one. Il a, littéralement, trop de buzz. Et il est désormais l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 26 milliards de $. Sequoia Capital, un fonds d'investissement très réputé qui ont investi quelques 200 millions de $ dans FTX, ont écrit un article sur Sam et le buzz qu'il lui donne, c'est une dinguerie. La capture par Alameda de la prime Kimchi et d'autres transactions similaires a donné à SBF l'enjeu dont il avait besoin pour sa prochaine action. Fonder la bourse de crypto-monnaie FTX, une société qui pourrait très bien finir par créer la super application financière, tout en un dominant du futur. Rien n'est sûr dans le domaine des crypto-monnaies, mais la simple possibilité que FTX rejoigne, ou même éclipse les 4 grands secteurs bancaires américains, signifie que sa valeur est déjà estimée à 32 milliards de $. SBF lui-même a amassé plus de richesses en un laps de temps plus court que quiconque, jamais. Après mon entretien avec SBF, j'étais convaincu. Je parlais à un futur billionnaire. Quel que soit le pouvoir qu'il avait exercé sur les associés de Sequoia, qui étaient tombés sous son charme après une seule conversation Zoom, il avait également fonctionné sur moi. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. SBF est un gagnant. J'ai prouvé aussi quelque chose d'autre, quelque chose dans mon cœur, pas seulement dans mes tripes. Après m'être assis à 3 mètres de lui pendant la majeure partie de la semaine, l'avoir étudié dans le muscle humain du travail acharné des startups et avoir discuté entre 2 siestes dans un pouf, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce cheap était aussi altruiste qu'il le prétendait. Je suis convaincu que si SBF parvient à garder la tête froide dans les années à venir, il va réussir. Tout comme Alameda a été un tremplin pour FTX, FTX le sera aussi vers la super application. Le secteur bancaire sera perturbé et transformé par la crypto, tout comme les médias ont été transformés et perturbés par le web. Ça, c'est ce qu'on appelle le buzz. Et Sequoia n'est pas le seul mastodonte de la finance qui a investi dans FTX. On compte aussi SoftBank, Tiger Global et Temasek.
Et maintenant que Sam est en place, il commence à s'approcher des politiciens des États-Unis pour acheter et influencer le plus d'élus possible, pour influencer la réglementation des crypto-monnaies dans le pays et avoir la réglementation la plus favorable pour FTX, même si cela signifiait de défavoriser ses concurrents. Et pour ça, il a besoin que sa demande soit acceptée par la CFTC. Dites-vous que la CFTC, c'est comme la SEC, mais pour les marchés dérivés, comme l'or, le pétrole ou encore les crypto-monnaies. Et pour ça, Sam n'hésite pas à faire des offres allant jusqu'aux millions de dollars pour avoir du soutien. On est dans Ozark en fait, on est dans Ozark. Tu peux le dire Sam, hein, tu t'es cru dans Ozark. Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour Sam, mais en avril 2022, les choses vont commencer à se corser. Le monde des cryptos connaîtra une violente secousse. En avril 2022, la sphère crypto connaît un grand boom, mais pas dans le bon sens du terme. Le marché crypto connaît un bear market. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bear market? Un bear market, c'est l'inverse d'un bull run. Au lieu de monter de manière exponentielle, il se fracasse la figure. Tout simplement. En mai 2022, la crypto-monnaie Luna et son stablecoin UST s'effondrent. Le Luna était dans le top 10 des crypto-monnaies avec plus de 30 milliards de dollars de capitalisation. Et l'UST de même avec 19 milliards de dollars de capitalisation. Ouais, c'est vraiment pas la petite crypto dont personne ne parle là qui s'est effondrée. Hein. Oui, mais comment un aussi gros projet a-t-il pu se casser la figure? Eh bien, je vais y répondre. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un stablecoin et qu'est-ce que Terra UST et Luna? Un stablecoin est un type de crypto-monnaie qui vise à maintenir son prix à une valeur stable. Ils sont généralement liés à des devises comme le dollar ou l'euro ou le yen. Il permet surtout de réduire la volatilité et faciliter les transactions. Par exemple, imaginons que vous avez 100 000 euros et que le marché commence à se fracasser la figure, quoi. Il n'a pas encore atteint son plus bas, tu vois. Il commence à se fracasser la figure. Mais ça va. Et vous sentez que ça va arriver. Donc vous vous dites... non, j'ai pas trop envie de perdre de l'argent, pas trop. Et donc pour réduire les pertes, vous allez placer vos 100 000 euros dans un stablecoin, qui peut peut-être aussi se fracasser la figure, hein. Mais tu réduis les risques. Les plus connus sont l'USDT, l'USDC ou l'UST. Non, lui il est KO, lui il est out. En tout cas, c'est un exemple d'utilisation parmi tant d'autres. Et je pense que vous avez compris que contrairement au Bitcoin, à l'Ethereum ou le Solana, c'est beaucoup moins volatile, voire quasiment pas. Et concernant l'UST, il était adossé au dollar. Le but était de maintenir le prix au dollar et il était très lié au Luna, avec un mécanisme pour garantir sa stabilité. Ce mécanisme est l'une des causes de la chute de l'écosystème de Terra. Ah oui, parce que c'est tout un écosystème. En fait, pour maintenir le prix de l'UST lorsque la valeur était en dessous de 1 $, des Luna étaient créés et des UST étaient détruits pour augmenter la demande de l'UST. Et inversement, lorsque l'UST est passé en dessous de 1 $, des Luna étaient détruits et des UST étaient créés pour réduire la demande et augmenter l'offre et réduire son prix. Un écosystème qui fonctionnait plutôt bien. En tout cas, tout allait bien pour le Luna et l'UST jusqu'au samedi 7 mai 2022. Où les choses se compliquent. 200 millions d'UST sont vendus ce jour-ci, ce qui fait passer la valeur de l'UST en dessous du dollar. Ensuite, le mécanisme de stabilisation fait son boulot, mais en détruisant des UST, il crée des Luna. Et la valeur créée des Luna était trop importante. Mais va créer des sommes astronomiques d'une seule et même valeur, tu vas voir ce qui va se passer. Donc logiquement, l'offre du Luna augmente, donc le prix commence à baisser. Et à partir du 8 mai, c'est l'explosion du Luna et de l'UST. La valeur passe une nouvelle fois en dessous du dollar et en moins d'une semaine, la valeur d'un UST passe de 0,87 à 0,13. Et quant au Luna, sa valeur passe de 73 $ à 0,005 $. Quant à la capitalisation du Luna, elle est passée de 38 milliards de dollars à 400 millions de dollars. L'UST de 17 milliards à 1,7 milliard. C'est fou comment ça va vite, hein. C'était vraiment une dinguerie. Ceux qui étaient là vous le diront. C'était la panique pour les investisseurs, tout le monde perdait son argent. En plus, à l'époque, si je me rappelle bien, j'avais lu un post Reddit d'un mec qui a perdu 450 000 $. Et les 450 000 $, c'était un prêt. C'était pas son argent à lui, hein, c'était un prêt. Donc il devra y rembourser. Et la chose qui m'a vraiment marqué sur ce post, c'est qu'il a dit qu'il lui restait qu'une seule voie possible. Et je pense que vous comprenez exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Ça m'avait choqué. J'étais en mode wesh. Ah, c'est chaud, hein, tu perds ton argent comme ça. Mais dites-vous qu'il y en a plein. Sur Twitter, un autre a posté. J'ai acheté 300 000 UST sur Bike et Binance avec un prêt. Maintenant, je ne peux plus échanger ni retirer de pièces. Comment me dédommagez-vous ? J'ai perdu 90 000 Luna et je me suis retiré de la liste dans 2 échangeurs. Il ne me reste plus rien. Un autre sur Reddit a dit « Quand j'ai vu que j'avais perdu toute ma valeur nette, je me suis immédiatement effondré et j'ai commencé à pleurer, puisque j'avais consacré ma vie à cela. J'ai essayé de trouver des moyens de gagner à nouveau l'argent, mais je n'y suis jamais parvenu. J'ai fini par tout perdre. Ma vie semble désespérée et cela fait presque 1 an depuis l'effondrement. Et je suis toujours fauché et je ne sais pas quoi faire. La vie riche me manque vraiment. Je ne peux plus voyager nulle part maintenant et je suis coincé à la maison. Déprimé tous les jours et je ne sais pas quoi faire. J'ai tout essayé pour ne pas y penser, mais j'ai vraiment peur que ça reste comme ça toute ma vie et que je n'y arrive plus jamais. Ces jours d'avant l'effondrement me manquent vraiment. Je suis déprimé sans arrêt depuis que l'effondrement a eu lieu. Des conseils pour continuer ma vie sans être triste pour toujours? Je suis vraiment blessé et je veux juste recommencer. Un youtubeur anglophone a perdu 3 millions de dollars dans l'affaire. C'était vraiment violent. C'était archi violent. D'un seul coup, bam! Et parmi les perdants dans la chute du Terra Luna, il n'y a pas que des particuliers, mais aussi des entreprises, plus particulièrement des fonds d'investissement, ayant investi des millions, voire des milliards de dollars dedans. Et les noms qui ressortent le plus sont Celsius, QAC ou encore Voyager Digital.
Celsius était une plateforme de prêt crypto qui opérait à une échelle internationale. Ils ont perdu des centaines de millions de dollars à cause de Terra Luna et devaient 4,7 milliards de dollars à leurs investisseurs. Mais ils n'avaient pas les fonds pour rembourser. Voyager Digital était une plateforme d'investissement crypto. Ils avaient prêté 15 250 bitcoins et 300 millions d'USDC à TuaIC. Sauf qu'ils ne peuvent plus rembourser. Le tout équivalait à 650 millions de dollars et aujourd'hui à 1,2 milliard de dollars. Et quant à TuaIC, c'était vraiment un fonds spéculatif de fou. Ils avaient une très bonne réputation. Ils ont emprunté des milliards de dollars et avec le crash, ils ont perdu entre 200 et 500 millions de dollars, juste avec Terra Luna. Mais ils ont aussi mal investi dans d'autres cryptos et le total des demandes de remboursement s'élève à 3,5 milliards de dollars. Donc toute la société a été liquidée. Ok, et là vous allez me dire, ok, tu nous expliques tout ça, mais c'est quoi le rapport avec FTX là ? Explique-nous, qu'est-ce que tu racontes là? Le truc c'est qu'avec tout ce qui se passe, le marché qui s'écroule, la chute de Terra Luna, les géants de la crypto qui ne peuvent plus rembourser personne, des méfiances ont commencé à naître. Et là ça s'est dit, et il y a moyen que les fonds d'investissement ils ont plus notre thune là. Il y a moyen que les fonds d'investissement ils ont plus notre argent. Donc les investisseurs ont commencé à vouloir reprendre leur argent, histoire d'être sûrs qu'ils l'ont toujours, ce qui a déclenché plusieurs retraits. Et en plus de ça, des doutes commencent à surgir sur Sam, FTX et Alameda. Comme quoi, FTX et Alameda, est-ce qu'ils sont si éloignés que ça? Sam nous dit que c'est deux entreprises distinctes. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Mais ça va, tout baigne. Alameda n'ont pas perdu l'argent de leurs clients, ils ont toujours l'argent, ils ont évité la faillite contrairement aux autres. Donc tranquille. Bravo Sam, bravo Caroline, bravo Gary. Vous êtes vraiment trop fort, je sais pas comment vous avez fait. Et en plus de ça, il se la joue pro-chevalier et il annonce qu'il va sauver des projets crypto en difficulté. Qu'est-ce qu'il est cool, sérieux? Non mais qu'est-ce qu'il est cool? En plus il est cool, en plus il est gentil, il est humble. Il roule en Toyota Corolla, il s'habille humblement. Tranquille, t-shirt, short, pas de soucis. Les mois passent tranquillement. Bon, le marché est toujours en baisse, mais Sam arrive à garder le cap. Donc tout baigne. Jusqu'en novembre 2022 où l'influent média crypto CoinDesk sort un article qui va changer le destin de Sam et d'FTX. Le 2 novembre 2022, CoinDesk, un des leaders médiatiques de l'univers crypto, sort un article concernant un bilan sur Alameda. L'article révèle que FTX et Alameda sont vraiment très étroits, en révélant qu'ils ont consulté le bilan d'Alameda et ont trouvé qu'Alameda dispose de 14,6 milliards de dollars et qu'une grande partie de ses actifs sont en fait des FTT. Créé par FTX. Il possède en tout près de 6 milliards 700 millions de dollars en FTT, qui étaient verrouillés sur les 14 milliards de leurs actifs. Ok, on a l'info, mais c'est bien ou c'est pas bien? Vraiment pas bien. Vraiment pas bon. Il y a un énorme problème. Et pourquoi il y a un énorme problème? En fait, les FTT qu'Alameda possède sont beaucoup trop importants. Il y en a avec excès, et ça rend fragile le FTT. Pourquoi ça le rend fragile? Ok, imaginons qu'Alameda décide de vendre tous les FTT qu'il possède. La valeur du FTT va inévitablement chuter. Enfin bref, nous arrivons au moment le plus important de toute cette histoire. 4 jours après la sortie de l'article, CZ poste un tweet où il dit « Dans le cadre de la sortie de Binance des actions FTX l'année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards de dollars en espèces, entre parenthèses BUSD et FTT. En raison de récentes révélations qui ont été mises en lumière, nous avons décidé de liquider tous les FTT restant sur nos comptes. » Ok. Nous avons maintenant ce magnifique tweet de CZ, mais laissons ça de côté pour l'instant pour vous expliquer qui est CZ. Alors Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, est le fondateur et PDG de Binance, qui est la première plateforme d'échange crypto mondiale. Il est le concurrent direct de Sam. En 2019, au tout début d'FTX, CZ avait investi dans Sam, et c'est pour ça qu'il parle de sortie d'action. Mais en 2021, il a revendu sa part à Sam parce qu'ils étaient en désaccord. CZ a affirmé sur Twitter être devenu de plus en plus mal à l'aise avec Alameda. Il y a eu des tensions entre Sam et CZ, qui sont dues à l'inquiétude de CZ concernant la transparence et la gestion financière d'Alameda, et aussi à cause de Sam qui faisait des magouilles avec les politiciens. Sam essayait d'obtenir des licences dans différents pays du monde, et cela impliquait d'avoir une totale transparence de l'entreprise, même avec les personnes qui ont investi dans l'entreprise. Ok, c'est en mode, qui a investi dans l'entreprise, où ils habitent, qui sont-ils, où se trouve leur argent, Bref, tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Et CZ a mis un stop à Sam. Il lui a mis un stop. Je crois que je vais donner mes infos aux États-Unis, mais t'es un grand malade, toi. T'es un ouf, toi. Je dis rien sur mes affaires. Ils sont fous, ces Américains. Ah oui, il est canadien, c'est pour ça. Sam a alors racheté sa part d'FTX à CZ pour 2,1 milliards de dollars, payés en BUSD et en FTT. Maintenant, revenons au tweet de CZ. Il compte liquider ses FTT dû à de récentes révélations. Et quand il parle de récentes révélations, il parle bien de l'article de CoinDesk. Pour dire c'est très inquiétant ce qui se passe, les refs. Moi, je retire mes milliards. On sait jamais, ça se trouve, il y a un truc. Je retire tout mon argent. Et voilà. D'accord. Si on a bien compris, CZ va retirer 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars à cause d'un article. C'est que ça doit être vraiment très inquiétant. Donc les gens commencent un petit peu à retirer d'FTX. Mais quelques heures plus tard,
CZ retweet. La liquidation de nos FTT est simplement une gestion du risque post-exit. Nous avons tiré des leçons de Luna. Nous avons déjà offert notre soutien avant ça. Mais nous ne prétendons pas faire l'amour après le divorce. Nous ne sommes contre personne. Mais nous n'aiderons pas les gens qui font du lobbying dans le dos des autres acteurs de l'industrie. Et ainsi de suite. Et à partir de là, du côté d'FTX et des investisseurs, ça commence vraiment à s'enflammer. Là, tout le monde cogite et se dit, il se passe quoi là ? Il se passe quoi là? Donc encore plus d'investisseurs commencent à retirer leur argent. Commence alors un bank run. Donc le lendemain, soit le 7 novembre, Sam tweet pour calmer les foules. Un concurrent essaie de s'en prendre à nous avec de fausses rumeurs. FTX va bien. Les actifs sont sûrs. FTX a suffisamment pour couvrir les portefeuilles de ses clients. Nous n'investissons pas les actifs de nos clients, même dans la trésorerie. Mais ses clients ignorent ce qu'il dit, ils ne le croient pas et les retraits continuent. Du 7 novembre au 8 novembre, c'était la panique chez FTX. Tellement de personnes retirent leurs fonds que FTX bloque les retraits. Les clients d'FTX ne peuvent plus retirer leur argent, ce qui accentue la panique. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sam empêche les investisseurs de retirer leur argent? Eh bien, c'est simple. Sam n'a tout simplement pas l'argent de ses clients. Il l'a plus. Il n'a plus aucune liquidité dans FTX. Donc, si il ne trouve pas très rapidement une solution, c'est la fin. Et le 8 novembre, Sam annonce sur Twitter que CZ va racheter FTX et qu'il va l'aider à rembourser ses clients. Donc, l'espoir renaît. D'accord. Donc si on a bien compris, les deux plus grandes plateformes d'échange crypto vont fusionner et en plus de ça, on va récupérer notre argent. Let's go. Sauf que le lendemain, CZ fait une annonce. Suite à la vérification diligente de l'entreprise, ainsi que des derniers rapports de presse concernant la mauvaise gestion des fonds des clients et les prétendues enquêtes des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de FTX. Notre espoir était de pouvoir aider les clients d'FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider. Ce que dit CZ, c'est qu'ils sont tout simplement foutus. Ils sont foutus. Oui, mais pourquoi il dit ça? Eh bien, quand tu achètes une entreprise, tu regardes les chiffres de la boîte, combien ils gagnent, combien ils dépensent, leurs dettes, etc. Vous avez compris, ils regardent le bilan comptable. Là où il y a toutes les informations qu'il doit savoir. Et le bilan d'FTX présentait un trou de 8 milliards de dollars. Il manquait 8 milliards de dollars. Tu m'étonnes que CZ ne va jamais acheter ton entreprise. Genre là, je dois rembourser 8 milliards. Genre là, je dois rembourser 8 milliards. Mais t'es un ouf. Aucun monde. Aucune dimension même. Tu te débrouilles. Il est fou quoi ce type. 8 milliards. 8 milliards. Un trou de 8 milliards. Et cette décision signe la chute finale d'FTX. En l'espace de seulement 4 jours, le deuxième plus grand exchange du monde est passé d'une entreprise valant 32 milliards de dollars à la faillite. Quelques jours après la chute d'FTX, de nombreuses personnes qui ont perdu leur argent ont commencé à exprimer leur mécontentement et ont blâmé CZ d'avoir tweeté. En fait, ils le considèrent comme la poudre qui a attisé le feu. Et CZ leur répond: en tant qu'utilisateur, vous avez également une responsabilité. Vous ne pouvez pas rejeter toute la responsabilité sur d'autres personnes. Lorsque des événements malheureux se produisent, si vous rejetez toute la responsabilité sur d'autres personnes, vous ne réussirez jamais. Vous devez également toujours vous tourner vers la personne la plus responsable, c'est-à-dire vous-même. Dans la phrase en elle-même, il n'a pas tort. Mais au fond, qui pouvait s'y attendre? Personne pouvait s'y attendre. Et là, t'as toute la terre qui sauce Sam. Les plus grandes sociétés d'investissement lui font les yeux doux. Qu'est-ce que tu veux faire? Lors d'une FAQ sur Twitter, quelqu'un a demandé à CZ si Binance devait rendre l'argent qu'elle avait gagné en liquidant leur FTT. Il répond que tout est public et qu'ils n'ont rien caché ni divulgué. Et qu'eux-mêmes n'ont même pas pu tout vendre. Donc eux aussi ils ont perdu de l'argent. Nous avions 580 millions de dollars en FTT. Nous en avons vendu une petite partie. Il nous en reste une de grande quantité. Je pense que nous avons agi de la manière la plus éthique. Et il lui répond qu'il essaiera d'aider les clients d'FTX le plus possible. Alors du côté de Sam, après la chute d'FTX, il a commencé à tweeter toutes les heures et étrangement, au lieu de ne plus parler et de faire profil bas le plus possible, il fait des interviews avec les chaînes d'infos, il fait des interviews avec des podcasts, des journalistes pour s'exprimer sur la faillite d'FTX. Sam, here's where I want to start this conversation, if we could. I think at this point there are two ways to view what has happened at FTX. And I know we'll get into all of the details in a moment. But I'm just going to go very basic. There's a generous view. And the generous view is that you are a young man who made a series of terrible, very, very bad decisions. The less generous view is that you have committed a massive fraud. That this is a Ponzi scheme. A manipulation of the system. And I want to start there because I think that there's so many people who have that question, which is what is this and what did happen? Yeah, look, thanks for having me. And at the end of the day, I was CEO of FTX. And that means whatever happened, wherever it happened,
I had a duty. I had a duty to all of our stakeholders, to our customers, our creditors. I had a duty to our employees, to our investors, and to the regulators in the world to do right by them, to make sure the right things happened at the company. And clearly, I didn't do a good job of that. Clearly, I made a lot of mistakes or things I would give anything to be able to do over again. I didn't ever try to commit fraud on anyone. I was excited about the prospects of FTX a month ago. I saw it as a thriving, growing business. I was shocked by what happened this month. And, you know, reconstructing it, where there are things I wish I had done differently. A lot of people look at you and see Bernie Madoff. Yeah. I mean, I don't think that's who I am at all, but I understand why they're saying that. People lost money, and people lost a lot of money. And I mean, at the end of the day, look, there's a question of what happened and why, and who did what caused the meltdown. And I think that reads very differently, right? When you look at the classic Bernie Madoff story, there was no real business there. The whole thing, as I understand it, I think was just one big Ponzi scheme, right? FTX, that was a real business. Do you expect to go to prison? I'm not focusing on that right now. I don't think I tried to commit fraud anywhere here. I was trying to do the best I could. Obviously, that wasn't nearly as good as I thought it was. Et le truc, c'est qu'il donne quasiment aucune explication. Il dévie carrément, il divague. C'est le truc de Sam. Sam, il aime bien faire ça. Et en plus de ça, je ne pense pas que ce soit très intelligent de faire ça. Vraiment pas. Et on lui a fait remarquer. What are your lawyers telling you right now? Are they suggesting this is a good idea for you to be speaking? No, they are very much not. I mean, you know, the classic advice, right? Don't say anything, you know, recede into a hole. And it's not who I am. I mean, it's not who I want to be. I think I have a duty to talk to people. I have a duty to explain what happened. And I think I have a duty to do everything I can to try and do what's right. If there is anything I can do to try and help customers out here. And I don't see what good is accomplished by me just sitting locked, in a room pretending the outside world doesn't exist. Et pour cause, ses avocats ne voulaient vraiment pas qu'il parle. Mais bon, pour les gens, Sam est vraiment une mauvaise personne. Et peu importe ce qu'il dit, il ne va pas s'en tirer comme ça. Et pour ceux qui ont perdu leur argent, on ne peut vraiment pas leur donner tort. Et je pense qu'ils ont été assez ravis lorsque le 12 décembre, Sam s'est fait arrêter, alors qu'il était dans son penthouse aux Bahamas. Il est resté en prison 10 jours là-bas, avant de se faire extrader aux États-Unis et de se faire libérer sous une caution d'une valeur de 250 millions de dollars. Il faut savoir qu'il s'agit de l'une des cautions les plus chères de l'histoire des États-Unis. Il devait rester avec ses parents en Californie et il était sous bracelet électronique. Mais il repartira bien vite en prison et il y restera jusqu'à son procès. Jury selection in the criminal trial of Sam Bankman-Fried kicks off at 9:30 a.m. in a Manhattan federal court downtown. Now, Bankman-Fried, who, remember, has been sitting in jail since August after having his bail revoked for alleged witness tampering, faces 7 criminal counts related to the implosion of the crypto empire that he built. Those charges include wire and securities fraud as well as money laundering. C'est le 3 octobre 2023 à Manhattan que s'ouvre le procès de Sam. Le procès compte durer entre 4 et 6 semaines. En tout, Sam est accusé de 7 chefs d'accusation. Il est accusé de complot visant à commettre une fraude électronique contre les clients d'FTX, fraude électronique sur les clients d'FTX, complot visant à commettre une fraude électronique contre les prêteurs d'Alameda Research, fraude électronique contre les prêteurs d'Alameda Research, complot en vue de commettre une fraude contre les clients de FTX, en lien avec l'achat et la vente de produits dérivés, complot visant à commettre une fraude en valeur mobilière contre les clients d'FTX, et pour finir, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. En janvier 2023, Sam avait plaidé non coupable à chacun des chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 115 années de prison. 11 mois s'est écoulé depuis la chute d'FTX. Des dossiers judiciaires ont été faits, des enquêtes ont été menées pour savoir ce qu'il s'est réellement passé à l'intérieur. Les enquêtes de la SEC, du ministère de la Justice, de la FTC et des liquidateurs de FTX démontrent que les liens entre FTX et Alameda
était bien pire que ce que les gens pensaient. En fait, depuis le lancement d'FTX, Sam prenait de l'argent de ses clients et les redirigeait vers des comptes d'Alameda, où ils ont été mélangés à l'argent d'Alameda. Et en plus de ça, Sam a donné un plafond d'argent à utiliser quasi illimité, grâce à un code. Ils ont également réinvesti l'argent des clients. Et en plus de ça, sur des investissements très risqués. Et lorsqu'Alameda perdait l'argent de leurs clients, en faisant des mauvais trades, ils prenaient l'argent des clients d'FTX pour rembourser ceux d'Alameda. Ils étaient pas concentrés, hein. Ils n'avaient aucune discipline. La CFTC affirme carrément qu'en fait, il n'y a aucune division entre Alameda et FTX. En gros, il n'y a pas de ligne, c'est la même entreprise. Ils partageaient tout, les employés, le matériel, la technologie, et les lieutenants de Sam avaient accès aux comptes des deux sociétés. En gros, c'est comme si c'était la même. En fait, c'est la même société. Tant Sam affirmait le contraire. Selon la SEC et le ministère de la Justice, Sam a emprunté plus d'1 milliard de dollars à Alameda, qui avait déjà pris l'argent des clients d'FTX. En gros, il a repris l'argent de ses clients pour faire des investissements privés, donner de l'argent à ses parents, acheter des jets de luxe, de l'immobilier, et tout ce qu'il achetait, il le déclarait très mal à la SEC. John J. Ray, l'avocat qui est chargé de guider FTX dans sa faillite, et qui a été nommé PDG d'FTX, dit notamment: jamais dans ma carrière je n'ai vu un tel échec des contrôles d'une entreprise à tous les niveaux, d'une organisation entre les mains d'une petite cabale d'individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués. Avec SBF à sa tête, FTX n'a pas réussi à mettre en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires à une entreprise à qui l'argent d'autrui était confié. Dans sa carrière, John J. Ray a notamment guidé Enron, une énorme entreprise américaine qui avait fait faillite, suite à une fraude se comptant en milliards de dollars. J'en parlerai un jour. Il a été nommé PDG d'Enron et a réussi à récupérer 22 milliards de dollars. Donc déjà de 1, ce mec, ce n'est vraiment pas n'importe qui. Et de 2, s'il dit que FTX, c'était vraiment n'importe quoi, c'est que c'était vraiment n'importe quoi, parce qu'il a vu Enron, hein. Même CZ, il a câblé. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Pour le département de justice, cela équivaut à un acte criminel carrément. Parmi les témoins, il y a des victimes d'FTX, Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda, Gary Mang, l'ami de Sam. Eux ont déjà plaidé coupables et coopèrent avec les fédéraux. Et en parlant de témoignages, les avocats de Sam ne vont sûrement pas le laisser témoigner, hein. Archi pas. Déjà qu'il en a assez dit. Et les avocats de Sam tentent de présenter les pertes comme étant dues au FTT qui a chuté. Mark Cohen, un de ses avocats, affirme que toutes les décisions de Sam étaient raisonnables et qu'elles ne constituaient pas la preuve de dépenses excessives ou d'intentions malveillantes. Et il met aussi en avant que Sam était bien sûr sur Alameda, après qu'il ait passé le relais à Caroline, vu qu'il en possédait une grande partie, et que les millions dépensés dans le penthouse et dans la publicité, c'était pour attirer les meilleurs talents et booster son entreprise. Comme tout chef d'entreprise l'aurait fait. En gros, il veut présenter Sam comme un homme d'affaires qui a été dépassé par les événements. Sam croyait raisonnablement que les prêts autorisés par FTX à Alameda étaient autorisés et garantis, par des garanties et des garanties raisonnables. Son avocat le décrit comme quelqu'un qui travaillait très dur pour essayer de construire des choses, pas pour leur nuire. C'était un nerd des mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête. Il soutient aussi que la chute d'FTX était due au fait que Sam et ses collègues devaient s'adapter à des circonstances en constante évolution, prenant des centaines de décisions par jour. En conséquence, certaines choses ont été négligées. Et pour finir, il dit « Ce n'est pas un crime d'être le PDG d'une entreprise qui fait ensuite faillite ». Une victime de Sam s'est levée et témoigne avoir perdu près de 100 000 $ à cause d'FTX. Le premier jour de procès, Sam était resté sans émotion tout au long de la journée. Il ne réagissait ni à ce que ses avocats disaient, ni lorsque l'avocat de poursuite avait parlé de lui comme l'homme qui avait escroqué des milliers de gens. Plusieurs jours plus tard, Caroline Ellison a témoigné au procès de Sam. Elle risque elle aussi plus de 100 ans de prison. Elle avait déjà témoigné avant ça. On lui a demandé pourquoi l'idée d'utiliser l'argent des clients. Et elle a répondu « Sam, je suppose ». Au procès, Caroline témoigne contre Sam et elle racontera des anecdotes plutôt drôles. Elle raconte qu'une fois en 2021, les comptes d'Alameda ont été gelés par les autorités chinoises à cause d'un soupçon de blanchiment d'argent, mais pas sur eux. Et à cause de ça, ils étaient vraiment en galère. Et ils ont tout fait pour récupérer leur argent. Finalement, Sam est intervenu et d'après Caroline, il a probablement corrompu les autorités chinoises. Il leur a donné 150 millions de $. Elle rajoute aussi qu'une employée d'Alameda, qui était la fille d'un fonctionnaire chinois, n'a pas kiffé l'idée. Et elle n'a pas arrêté d'en parler à Sam jusqu'à ce qu'il lui crie « Ferme ta putain de gueule ». Ah ouais, énervé un peu le Sam. Un peu énervé. Et une fois, Sam, Caroline et un autre employé discutaient de ça. Et l'employé a fait une blague comme quoi il les dénoncerait. Et Sam a répondu « Lol ». Mais ce qui est drôle, c'est que le juge et le jury ont demandé à Caroline « Lol ». Développez s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont rien compris et Caroline leur expliquait ce que LOL voulait dire. Elle a également révélé autre chose qui m'a fait très rire. Et qui m'a fait dire que ce type, Sam, c'est vraiment une fraude. C'est vraiment une fraude ce type. Elle révèle que Sam était vraiment obsédé par son image. Et ça va jusqu'à sa coupe de cheveux. En fait, aux Bahamas, Sam et Caroline conduisaient des voitures de luxe. Et une fois, Sam, comme ça, d'un coup, a dit à Caroline qu'il était préférable pour leur image de conduire une Toyota et une Honda. Ouais, je suis archi humble. Ouais, le mieux c'est de donner son argent aux bonnes causes. Non, vraiment une fraude ce type. Elle révèle aussi que Sam se disait utilitariste, mais ce qui comptait le plus pour lui, selon elle, était de faire le plus d'argent possible, même s'il fallait mentir ou voler. C'est un gueudin. Il a cru que c'était le Monopoly. Elle rajoute aussi qu'il aspirait à devenir président des États-Unis. C'est bon, je m'arrête là, c'est bon.
Gary Wang a aussi témoigné. Lorsqu'il est passé devant la cour, il déclare que Sam lui avait demandé de modifier le code informatique de FTX, ce qui a permis à Alameda de prendre de l'argent de manière quasi illimitée. Il a notamment dit qu'à l'automne 2022, Alameda devait 14 milliards de dollars qui proviennent tous des clients d'FTX et qu'il n'avait absolument aucun moyen de les rembourser. Wesh. Mais, wesh. 14 milliards. 14 milliards. Mais Gary a aussi révélé quelque chose que je trouve extrêmement drôle, hein. Vraiment, c'est très très drôle. Il a révélé quelque chose concernant un tweet de Sam, qui dit que FTX avait un fonds d'assurance de 100 millions de dollars. Mais ce n'était vraiment pas vrai, ça n'avait rien à voir avec le montant réel du fonds. Mais attendez. Comment ils ont fait pour trouver 100 millions? Eh bien, ils ont calculé le volume de transactions quotidien et ils l'ont multiplié par un nombre aléatoire d'environ 7500 et l'ont ensuite divisé par 1 milliard. Oui, vous ne rêvez pas. On parle bien d'une entreprise qui pèse des milliards de dollars. Des milliards. Et ils calculent leur fonds d'assurance avec un nombre aléatoire. Genre ils choisissent au pif comme ça. Au pif. Comment c'est... Non, en vrai de vrai, comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu pèses des milliards de dollars, tu calcules le fonds d'assurance, hein, ton fonds qui te permettra de survivre en cas de crise, et tu le calcules avec un chiffre aléatoire, avec un nombre aléatoire. Vous savez, quand j'ai appris ça, je suis vraiment parti en fou rire. Je pense que j'ai jamais autant rigolé dans une vidéo, vraiment. Avec tous les témoignages des victimes d'FTX, des lieutenants de Sam, d'analystes d'investigation, d'agents du FBI, et avec toutes les preuves prises en fragments de délire, on peut dire que Sam est vraiment mal barré. Il est mal barré. Ensuite est venu le moment du contre-interrogatoire. Ce n'est plus autour des témoins de parler, mais autour de la défense de l'accusé. Et il faudra décider qui témoigne. Sam, avec sa grande bouche là, sûrement, même si c'est très risqué de faire ça. Il peut s'incriminer lui-même, mais... au vu des témoignages de Caroline, de Gary et tout, en fait, le seul moyen de combattre, c'est qu'il témoigne par lui-même. Et ses avocats lui disent clairement, Sam, si tu y vas là, tu vas juste te faire démolir. Mais vraiment. Later today, FTX founder Sam Bankman-Fried will take the stand in his criminal fraud trial and testify in his own defense. That's right. Today's testimony comes after the judge, in a rare move, decided to hold a hearing on Thursday with Bankman-Fried first testifying without the jury there. In his testimony, he blamed his lawyers for bad advice and claimed the company was under the constant threat of cyber attack. Entre le 27 et le 31 octobre, Sam témoigne. Et on assiste au moment le plus attendu du plus grand procès du monde de la crypto. La zone devant le palais de justice est remplie de journalistes, de curieux et de passionnés de crypto. Il est dit qu'il y avait tellement de monde qu'ils ont dû préparer 3 salles en plus. Carrément, le premier journaliste s'est présenté juste après minuit pour avoir sa place dans la salle. Et ils sont vraiment fous. C'est vraiment du content. C'est du content pur et dur. Et comment dire que le moment de Sam va mal se passer? Comment dire? La procureure Danielle Sessoun, qui est connue pour être vraiment très efficace, est chargée pour interroger Sam. Et contre Sam, elle ne va pas manquer à sa réputation. Pendant 8 heures, elle a interrogé Sam, avec des questions tranchantes. Ok, en fait là, elle a un objectif en tête, détruire tous les arguments de Sam. Comme quoi, c'est juste un mec qui s'est fait dépasser par les événements, et que Askip, il n'avait pas vu l'ampleur de l'argent pris au client. Pour elle, c'est simple. Je vais juste prouver que ce type est une énorme fraude. C'est bon? Je vais prouver qu'il a ordonné à ses employés de voler des milliards, et je vais aussi prouver que son image publique et son image privée, entre les deux là, il y a un monde. Et quant à Sam, il a du mal à répondre aux questions. Lorsqu'on lui imposait sur les réunions les plus importantes d'Alameda et d'FTX, il répondait « Je ne m'en souviens pas ». Et il le faisait plusieurs fois. Il le dit qu'il a fait plus de 100 fois durant tout l'interrogatoire. Plus de 100 fois. Et pendant son interrogatoire, Sam répondait soit oui, ou soit non, ou soit je ne sais pas, ou je m'en souviens pas. Ou soit il divaguait, et il répondait à côté, et voilà. Carrément, le juge lui a fait la remarque plusieurs fois, et il lui a dit « S'il vous plaît, répondez à la question. » Et il déclarera notamment « J'ai fait ce travail depuis près de 30 ans et je n'ai jamais vu une performance comme celle-ci. » Moi je trouve qu'il est calme, hein. Moi je l'aurais déjà sauté dessus. En plus de ça, la procureure ne lâche pas Sam d'une semelle. Lorsque Sam disait qu'il ne se souvenait pas, elle sortait des screens de conversation. Et pas que, hein. D'emails, d'interviews ou encore de tweets. Lorsque Sam a exposé sa défense, son avocat lui posait des questions et lui répondait « Avez-vous escroqué quelqu'un ? Non. Je ne l'ai pas fait. Avez-vous pris des fonds de clients ? Non. Est-ce que FTX disposait à l'époque d'un département de gestion des risques? Nous aurions certainement dû le faire. Ensuite, Sam dit au tribunal qu'il a commis un certain nombre de petites erreurs et un certain nombre d'erreurs plus importantes. La plus grave pour lui était de ne pas avoir d'équipe dédiée à la gestion des risques. Nous n'avions pas de responsable de la gestion des risques. Nous avions un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans une certaine mesure dans la gestion des risques. Mais personne ne s'y consacrait. Et il devait y avoir des oublis importants. Et pour se défendre davantage, il a accusé ce lieutenant d'avoir mal fait les choses. À la barre des témoins, Sam affirme qu'il a été informé des problèmes d'FTX, et qu'il ne savait pas à quel point FTX et Alameda travaillaient réellement ensemble. Mon gars, tu es le fondateur de l'un,
et le CIO de l'autre. Et vous viviez tous, dans le même penthouse. Donc tu ne peux pas dire que tu savais pas. Tu ne peux pas dire ça. Finalement, son contrat interrogatoire se termine et 2 jours plus tard, Sam doit recevoir le verdict de sa culpabilité. Le 2 novembre à 19h33 au tribunal, Sam est appelé. Il se lève pour entendre le verdict final du jury et il est reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation. Et après avoir entendu le verdict, il s'est rassis sans montrer beaucoup d'émotion. Et quand il est sorti de la salle, il s'est retourné vers ses parents et a fait un petit signe de tête résignée. Après l'annonce du verdict, les clients d'FTX, les personnes qui suivent la crypto de près, ont enfin pu respirer. Et pour certains, ils voient sa condamnation comme un immense soulagement. Limite, c'est l'heure de la fête. Un ancien client d'FTX déclare « Je suis ravi, le système judiciaire américain a fait son travail. » Sur Telegram, ça dit « C'est l'heure de la fête, jetez les clés. Maintenant, enfermez-le pour au moins 30 ans. » Ah, c'était la folie pour eux, hein. Ah, c'était la folie. Et pour ce qui est de Sam, il aura un second procès en mars 2024 où il sera jugé pour 5 chefs d'accusation en plus, où il recevra également sa sentence. Le 30 décembre 2023, soit 2 mois après le verdict, les procureurs annoncent que finalement, il n'y aura pas de deuxième procès contre Sam, en affirmant qu'un deuxième serait presque inutile pour décider de sa peine, et en plus de ça, une grande partie des preuves qui pourraient ressurgir ont déjà été présentées. Donc là, c'est en mode... Ah les frères, on lui donne juste sa condamnation et c'est ciao. Déjà qu'il m'énerve qu'il m'énerve, il parle jamais. Non vas-y c'est bon, on lui donne juste sa condamnation, allez. 115 ans, allez, taille, c'est bon. Déjà qu'il ne veut pas parler, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Et le 28 mars 2024, Sam se rend au tribunal, où il va recevoir sa sentence. Les procureurs ont requis une peine allant jusqu'à 50 ans de prison. L'avocat de Sam a demandé au tribunal de faire preuve de clémence, et ont plaidé une peine allant de 5 ans à 6 ans. Les victimes veulent récupérer leur argent. Et elle devrait l'obtenir. Condamnez-le à travailler dur et à tout donner, a déclaré son avocat. Et ils ont aussi soutenu que les clients vont pouvoir être remboursés, en affirmant que les créanciers sont presque sur le point de pouvoir rembourser tout le monde. Oui, ça doit être ça. Le juge a été insensible. Je rejette totalement l'argument du défendeur selon lequel il n'y a pas eu de perte réelle. Et votre proposition est trompeuse, logiquement erronée et spéculative. Pour déterminer la peine qui sera appropriée, le juge a pris en compte plusieurs facteurs, comme l'ampleur des pertes financières qu'il a engendrées, de son caractère, de ses antécédents, les probabilités qu'il récidive, etc. Et avant de prononcer la sentence, le juge donne son avis sur le comportement de Sam. Le jugement doit refléter de manière adéquate la gravité du crime. C'est un crime très grave. Il savait que c'était mal. Il savait que c'était criminel. Il regrette d'avoir fait un très mauvais pari sur la probabilité de se faire prendre, mais il n'admettra rien. Bien que Bankman-Fried ait émis des protestations de tristesse, il n'a jamais prononcé un seul mot de remords pour la commission de crimes terribles. Et avant de recevoir sa peine, Sam a parlé. J'ai pris une série de mauvaises décisions. Ce n'étaient pas des décisions égoïstes. Ce n'étaient pas des décisions altruistes. C'était de mauvaises décisions. Ma vie utile est probablement terminée. Elle est terminée depuis un certain temps, depuis avant mon arrestation. Il s'est aussi excusé auprès de ses anciens employés, ses bras droits Caroline et Gary, et les a félicités pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont tous construit quelque chose de vraiment beau. Ils se sont investis dans ce projet et puis j'ai tout laissé tomber. Cela me hante tous les jours. Et finalement, Sam Bankman-Fried, l'homme qui était considéré comme le prochain Warren Buffett, comme le Michael Jordan de la crypto, est condamné à 25 ans de prison. Également à payer 11 milliards de dollars de confiscation. Quant à Caroline Ellison, qui risquait aussi jusqu'à 100 ans de prison et qui avait coopéré avec les fédéraux, a finalement été condamné à 2 ans de prison. Et Gary Wang, qui a lui aussi coopéré avec les fédéraux, attend sa sentence qui arrive ce 20 novembre. Vous inquiétez pas, le 20. Si la vidéo sort avant le 20, il y aura un lien dans la description et vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez savoir combien de temps il a été condamné. Voilà. Yo, je suis de retour. Enfin, je suis de retour, mais pour vous, c'est une seconde. Pour moi, c'est des semaines. En tout cas, là, nous sommes le 23 novembre et la sentence de Gary est sortie. Donc la sentence de Gary est sortie il y a 3 jours. Et comme je ne suis pas un gamin, je ne vais pas vous laisser sans l'info. Voilà. Je vais pas vous mettre un lien dans ma vidéo comme j'ai dit, mais bon, autant chercher maintenant et vous le dire. Voilà. Voilà. Donc Gary n'est pas allé en prison. Il n'est pas allé en prison, il a échappé à la prison grâce au fait qu'il a collaboré. Et en plus de ça, il a déjà retrouvé du taf dans le domaine médico-légal. Donc en gros, il y a moyen là, c'est le médecin légiste de quelqu'un là. Philippe Boxo, voilà quoi. Le ministère de la Justice a souvent comparé Sam à Bernie Madoff. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le financier de Wall Street qui a fait une pyramide de Ponzi à 64 milliards de dollars. J'ai fait une vidéo de presque 40 minutes sur le sujet, donc vous pouvez aller voir dans ma chaîne. Vous allez vite le trouver. L'un des avocats des investisseurs de FTX qui avait déjà travaillé sur l'affaire Madoff s'est exprimé. Nous sommes dans un nouveau monde où tout le monde est un investisseur. Il y a très peu de courtiers que vous ne pouvez pas mettre sur votre téléphone. Il est important que lorsque des cas comme celui-ci se produisent, cela serve de signal d'alarme. En tant que petit investisseur, vous êtes toujours en déficit d'informations dramatiques. L'ancien procureur général Joshua Naftalis a notamment déclaré « Ce n'est pas Madoff. SBF était au top de la crypto. Mais la crypto n'est pas Wall Street. N'oublions pas cela. »
Indéniablement, Sam avait réussi à se hisser au sommet de la crypto. En l'espace de 3 ans, il a réussi à diriger et faire monter sa société jusqu'à 32 milliards de dollars. Il a établi des relations de confiance avec des régulateurs financiers, il a noué des relations avec des figures du sport et des icônes de la mode, et avec son style de nerd décontracté, il a su conquérir le cœur des journalistes, le considérant comme un génie qui avait le pouvoir de changer le monde positivement. Patrick Hillman, le responsable de la stratégie chez Binance, a affirmé que tant que des entrepreneurs comme Sam, Elizabeth Holmes ou encore Madoff pourront s'acheter un laissez-passer rapide pour accéder à l'estime dont ils jouissaient auprès de certaines des entités les plus puissantes du pays, nous devrons toujours nous inquiéter. Les personnes qui étaient censées surveiller les signes de défaillance chez FTX dormaient au mieux aux commandes et au pire favorisaient ses activités. Il est fort à parier qu'il y aura un autre Sam Bankman-Fried.